Nous mourrons tous un jour. Personne n'est éternel à son poste. L'homme qui parle à la tribune est glabre et chauve, visage ascétique, sec, bronzé, lisse, une lame de couteau. Assis à ses côtés, des fonctionnaires attentifs. Derrière, un grand rideau ocre ferme la scène. Devant la tribune, on a disposé des fleurs coupées. Au premier plan, des caméras de télévision. Le discours est diffusé en direct. Dans la salle de cette maison de la culture, personne ne bronche. On écoute ce nouveau président dont on ignore presque tout, sinon qu'il a été l'un des héros de l'indépendance. Mais c'est tellement loin pour la plupart. À la tribune, l'homme continue à parler. Le ton est ferme, convaincu. Les pays développés nous devancent grâce à leurs connaissances scientifiques, mais l'islam, un bruit sourd, sur la gauche de la tribune, comme un coup de feu tiré avec une arme munie d'un silencieux. D'autres parleront d'un bruit de roulement ou même d'une explosion. Le président s'est interrompu sur ce dernier mot, l'islam. Il tourne la tête en direction de l'endroit où s'est produit le bruit. L'auditoire l'imite, rien. Le président va recommencer à parler, son calme, son autorité impressionne. Mais, soudain, au fond de la scène, une main écarte le rideau. Un homme de petite taille apparaît. Il est jeune, mince, très pâle. Il porte l'uniforme bleu des services de sécurité. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est le pistolet mitrailleur qu'il tient contre sa hanche comme à l'entraînement. L'homme avance, regarde la salle. 3, 4 longues secondes. Le temps est suspendu. Pas un bruit, pas un mouvement. Et brusquement, le drame. Une longue rafale. Le président est touché au dos et à la tête, il s'écroule, mortellement blessé. Dans la salle, c'est la panique, cris, coups de feu. Le petit homme en bleu, lui, s'est déjà enfui, profitant du tumulte. Il est 11h35, ce lundi 29 juin 1992. Sur la scène de la maison de la culture d'Annaba, l'ancienne Beaune, Mohamed Boudiaf agonise. Il y avait 166 jours qu'il était à la tête de l'État algérien, et bientôt, le pays entier va basculer dans l'horreur, une tragédie dont il peine toujours à se relever, alors que la guerre civile qui le ravage a déjà fait des dizaines de milliers de morts. Qui a assassiné Boudiaf? Qui a tué l'Espérance et pourquoi? Qui étaient éventuellement les commanditaires de l'attentat? Dans un instant, les révélations de M. X, car m'a-t-il dit, en dépit des difficultés, des crises, des brouilles, les services français et algériens n'ont jamais cessé d'entretenir d'étroites relations. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Vous avez souvent parlé de l'Algérie, hein? C'est vrai. D'abord parce que c'est un pays où je suis allé à de nombreuses reprises, et puis un pays que j'aime beaucoup. Oui, mais vous êtes souvent allé au temps de la guerre d'Algérie, ça, c'est loin. Non, j'y suis retourné ensuite. Enfin, vous savez, entre nous, les Algériens, c'est une longue histoire. Hein. Une histoire d'amour, haine. La Méditerranée n'est pas assez large pour vraiment nous séparer. Nous avons tant d'intérêts communs, tant de souvenirs communs. Ouais, tant de morts aussi. Oui, les morts. Les Algériens qui se sont battus courageusement dans les armées de la France libre. Les Félagas aussi, les soldats français qui se sont affrontés cruellement pendant 8 ans. Sans oublier les harkis que nous avons honteusement laissé tomber. Et puis, tous ces pieds noirs qui aimaient charnellement leur pays et qui ont laissé beaucoup d'eux-mêmes là-bas. Ouais, là-bas, comme ils disent. Hein. Oui. Je me suis souvent demandé comment j'aurais réagi, moi, si j'étais né en Algérie. Enfin bref, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que nos services respectifs ont souvent collaboré. Et qu'à l'occasion, les Algériens nous ont donné de solides coups de main lorsqu'il s'agissait, par exemple, d'obtenir la libération de nos otages au Proche-Orient, ou de lier de meilleures relations avec les Palestiniens. Non, mais les services algériens ont toujours eu une grande réputation d'efficacité. C'est exact, et ils sont également réputés pour la fermeté, sinon la brutalité de leur méthode. Hein. Bon, alors, venons-en à Boudiaf, puisque vous avez choisi d'ouvrir le dossier de son assassinat. Une affaire qui, entre parenthèses, n'a toujours pas été résolue, même s'il y a eu un procès et une condamnation à mort. Mais vous avez votre petite idée, j'allais dire, naturellement. Bien sûr.
parce que j'ai gardé des amis là-bas. Ouais, mais alors je vous écoute. Un mot d'abord sur le personnage, si vous voulez bien. Boudiaf était un homme de caractère, un type qui a toujours été fidèle à ses convictions et qui n'a jamais hésité à dire non quand il le fallait. C'est un des chefs historiques de la lutte de libération nationale algérienne. Oui, et l'un des créateurs du FLN, oui. À l'origine, c'est l'enfant d'une famille pauvre, des nomades du sud de l'Atlas qui ont été à moitié sédentarisés par la colonisation. Est-ce qu'il est très vite partisan de l'indépendance? Je ne sais pas. Mais l'adolescent des années 30, Boudiaf, est né en 1919, doit certainement baigner dans le climat nationaliste qui émerge à cette époque. Et il doit être scandalisé, lui aussi, d'être un citoyen de seconde zone comme les autres Algériens. Ça ne l'empêche pas d'ailleurs, lorsqu'il est enrôlé dans l'armée française, de faire une très belle guerre qu'il termine avec le grade d'adjudant. Mais la révélation pour lui, c'est 1945, c'est Sétif. Oui, le massacre de Sétif. Oui, en mai 45. Des manifestations nationalistes suivies par des exactions sur la population européenne. Mais la répression qui suit est sanglante. Je vous rappelle que certains ont parlé de 45 000 morts. Et cette page noire de la présence française en Algérie a profondément marqué les esprits des jeunes Algériens. Elle a eu un effet mobilisateur. Incontestablement. Et dès 1947, l'ancien adjudant de l'armée française passe dans la clandestinité. Et là, à cette époque-là, le FLN n'existe pas encore. Non. Alors Boudiaf et ses premiers compagnons, Ben Bella, Haït Ahmed et Didouche Mourad, créent une branche armée au sein du MTLD. Le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Et ça, c'est le parti du vieux nationaliste algérien, Tout à fait, c'est ça, oui. Mais assez rapidement, vous le savez, ils se sépareront de lui car ils le jugent trop timoré. Et que font ces hommes à l'époque? Ils se préparent, ils recrutent des militants, ils amassent des armes. Ce sont eux, par exemple, qui ont monté le spectaculaire hold-up de la Grande Poste d'Oran en 1949. Afin de financer le mouvement? Bien évidemment. D'autres militants les ont rejoints. Ils s'appellent Lardi Ben Mehdi, Rabah Bita, Krim Belkacem ou encore Mohamed Kider. Tous des durs, très déterminés, décidés à en découdre un jour militairement avec la France. Et c'est ce qui va se passer à partir de la Toussaint 1950. Oui, les fils de la Toussaint, comme les a appelés votre confrère Yves Courrière, sont eux, les fondateurs du FLN, les chefs historiques. Des hommes qui auront presque tous un destin tragique. Et politiquement, ou idéologiquement, ils sont sur la même ligne? Pas du tout. Il y a parmi eux des religieux, des islamistes, comme l'on dit aujourd'hui. D'autres, comme Haït Ahmed, sont laïcs. Et Boudiaf, puisqu'il s'agit de lui aujourd'hui? Lui, ce serait plutôt un nassérien, c'est-à-dire un nationaliste arabe très anti-religieux à l'époque. Ce qui veut dire que, lorsqu'il viendra au pouvoir, en 1992, les islamistes du fils auront de bonnes raisons de s'opposer à lui et de le considérer comme un adversaire. Bien sûr. Ouais. Alors continuons. Écoutez, je ne vais pas vous raconter la guerre d'Algérie, sachez simplement que Boudiaf fait partie des leaders FLN arraisonnés en plein ciel par la chasse française alors qu'il volait vers l'Égypte. Ouais, et la chasse française, il fallait dire qu'il n'avait pas l'aval des autorités politiques françaises. Oui, c'était un vrai coup de force de l'armée, mais passons. Boudiaf, avec Kider, Ahmed et Ben Bella, est donc interné en France. Et cet arraisonnement se passe en 1956. Et Boudiaf ne recouvra la liberté qu'au printemps 62, c'est-à-dire après le cessez-le-feu du 19 mars. Ouais. Et malgré cet internement, est-ce qu'il a continué à jouer un rôle politique pendant sa détention? Oui, surtout à partir du moment où le général de Gaulle commencera à entamer de discrets pourparlers avec le GPR1. Et très vite, on va assister aux premières dissensions entre les chefs historiques. Mais c'est à propos de quel point, ça? Le problème qui existe encore aujourd'hui, c'est la place de l'armée dans la direction des affaires. Alors, quel est le point de vue de Boudiaf? Il se méfie des colonels de l'armée de l'extérieur et il considère que c'est le politique qui doit primer sur le militaire. Ben Bella, au contraire, est prêt à pactiser avec l'armée. Et grâce aux concessions qu'il fera au colonel, il deviendra le premier président de la Nouvelle-Algérie. Pour peu de temps, 3 ans. En 1965, son ministre de la Défense, Boumedienne, le véritable homme fort du régime, le chasse du pouvoir et s'installe à sa place. Et Boudiaf, qu'a-t-il fait, lui, pendant ces 3 années? Ses difficultés avec Ben Bella n'ont fait qu'augmenter. D'abord parce que Boudiaf demandait la dissolution du parti unique, le FLN. Pourquoi il demandait cette... Il pensait, non sans raison d'ailleurs, que le FLN avait été un mouvement de libération. La libération acquise, sa tâche était remplie, le mouvement devait disparaître. Et céder la place à d'autres partis politiques. Naturellement. Et Boudiaf, pour donner l'exemple, a créé son propre parti, le PRS, le parti de la Révolution socialiste. Ça lui a valu presque aussitôt d'être inculpé de complot contre la sécurité de l'État. Et après quelques mois de prison, il a décidé de s'exiler au Maroc. Mais c'est sans doute une décision prudente qu'il a prise alors. D'autant que l'arrivée au pouvoir du colonel Boumedienne en 1965 ne pouvait guère lui être favorable. Il n'est donc pas revenu dans son pays? Non.
Et s'il a continué à animer de loin son parti, le PRS, il l'a fait sans excès. Bien lui en a pris, parce que d'autres opposants, d'autres chefs historiques ont payé de leur vie leur action politique. Mohamed Kider a été liquidé à Madrid en 1967. Quant à Karim Belkacem, il a été étranglé 3 ans plus tard dans une chambre d'hôtel à Francfort. Et voyez-vous, les assassins, je veux dire les vrais responsables, étaient peut-être les mêmes hommes qui en 1992 feront tuer Mohamed Boudiaf. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dans un article de Libération paru après la mort de Boudiaf, Sorge Chalandon souligne que c'est dans les prisons françaises que le leader nationaliste a rencontré le socialisme. Dès cette époque, écrit le journaliste, Boudiaf exprime sa méfiance vis-à-vis des militaires. Pour lui, l'armée est une force de dictature, pas une force révolutionnaire. Et c'est pour cette raison que dès la Libération, en septembre 1962, il crée son parti afin de lutter contre l'idée d'une armée au pouvoir. Après son départ d'Algérie, le PRS, d'inspiration plutôt trotskiste, continue à exister. Voici ce qu'écrit à ce propos François Burgat pour l'Encyclopédia Universalis. 30 années durant, le PRS navigue entre nationalisme, marxisme et tiers-mondisme. Par 2 fois, il tangue dangereusement. Sur les côtes du Sahara occidental, d'abord, dont Boudiaf, résident marocain, ne voit pas d'inconvénient à soutenir l'appartenance chérifienne. En 1980, ensuite, lors de l'ouverture économique de Chadli Benjedid, qui divise un peu plus encore les rangs déjà clairsemés du petit parti trotskiste. Les tentatives faites par le leader exilé pour se rapprocher du mouvement berbère d'abord, des islamistes ensuite et plus tard d'Ahmed Ben Bella, n'ont aucun lendemain. C'est pourtant cet homme seul qu'on viendra trouver en 1992 dans son exil marocain, mais n'allons pas trop vite. Et à part s'occuper de loin de son petit parti, le PRS, que fait Boudiaf au Maroc? Il a monté une briqueterie, et c'est ainsi qu'il gagne sa vie. Il vit donc plutôt modestement. Surtout si on le compare à certains de ses frères d'armes qui ont, eux, amassé des fortunes considérables. Oui, mais grâce à la corruption. Bien sûr. Alors, vous le savez, on va venir le chercher en 1992. Ça, et vous dites on, et c'est qui ce... Les militaires, ces hommes qui n'ont jamais quitté le pouvoir depuis l'indépendance. C'est quand même bizarre aller chercher un homme qui, justement, toute sa vie, a combattu la prééminence politique de l'armée. Oui, je sais, ça peut paraître curieux, mais il faut dire que la situation algérienne est très grave. Et que Boudiaf demeure, malgré son exil, une figure emblématique. Oui, mais une figure oubliée. Les jeunes, par exemple, ne le connaissaient pas. C'est juste, mais Boudiaf était quand même un héros de l'indépendance. On pouvait facilement le statuifier. Et puis, il offrait un autre avantage. C'était un homme intègre. Et dans le personnel politique algérien, c'est quasiment une exception. Vous avez parlé de situation dramatique pour l'Algérie, en 1992. Vous pouvez rappeler à grands traits? Bien volontiers. Les difficultés commencent en 1988 avec les premières émeutes. Ce sont les jeunes qui descendent dans la rue. Oui, à Alger d'abord. Des écoliers, des lycéens qui protestent contre la cherté de la vie et la pénurie des aliments de base. Des manifestations très violentes et qui sont férocement réprimées puisqu'il y a des morts. Mais malgré cette répression, le mouvement se poursuit dans le pays. Et les islamistes vont montrer le bout du nez. Naturellement, l'occasion était trop belle. Mais à nouveau, la rue manifeste. Et il y a encore des morts. Toutefois, bientôt, le pouvoir incarné par le président Chadli doit donner des gages. La promesse d'une certaine libéralisation du régime et le limogeage du chef de la redoutable sécurité militaire. Un organisme dont nous aurons souvent à reparler. Et apparemment, le calme revient. Oui, mais enfin, quelque chose a commencé. Oui, et la flamme n'est pas prête de s'éteindre. Attisée par les islamistes? C'est évident. Ce sont le chômage, la corruption des élites qui font le lit du fils, le Front islamique du salut. Les Algériens ne sont pas plus fanatisés que les autres populations du Maghreb. Mais c'est clair, ils en ont assez. Oui, mais le pouvoir va pourtant, effectivement, démocratiser le régime. Oui, Chadli, contraint et forcé, met en place le multipartiste, par exemple. Et il accorde une relative liberté à la presse. C'est exact, mais il s'agit d'une course en avant complètement folle. Car tous ces efforts, réels ou apparents, ne font que renforcer les adversaires du pouvoir. Et d'abord le fils, jusqu'aux élections législatives de décembre 1991, dont le premier tour est marqué par une victoire écrasante des islamistes. Mais on le sait, il n'y aura jamais de deuxième tour. Non, l'armée a vu le danger. Et cette fois, elle agit à visage découvert. C'est un vrai coup d'État. Le processus électoral est suspendu, le président Chadli est forcé à la démission et pour pallier la vacance apparente du pouvoir, on invente un organisme nouveau, le Haut Comité d'État,
dont le président exercera en principe la réalité du pouvoir. Et c'est là qu'apparaît donc Mohamed Boudiaf. Mais l'homme providentiel. On est allé chercher dans sa retraite marocaine, lui, l'un des pères de l'indépendance. Et il s'est laissé convaincre facilement? Non. Et d'abord parce qu'il savait très bien que rien n'avait vraiment changé dans son pays. Donc c'était toujours l'armée qui tirait les ficelles. Cette armée qui l'avait obligé 28 ans plus tôt à prendre le chemin de l'exil. Alors, quand même, pourquoi a-t-il accepté? Je pense qu'il a estimé que son pays était en grand danger. Et il n'a pas cru devoir se dérober, tout en sachant que sa tâche serait ardue et, disons-le franchement, presque impossible. Parce qu'il devrait se battre sur deux fronts à la fois. Contre les islamistes, qui vont peu à peu plonger l'Algérie dans le chaos et la violence aveugle, et contre la corruption. Mais c'est un combat dangereux, parce que ça veut dire engager le fer avec l'armée toute puissante. L'armée, c'est-à-dire les principaux chefs militaires. Oui, tous ces généraux qui dirigent en fait le pays sous la fiction des institutions. Des hommes qui n'entendent pas du tout renoncer à leur pouvoir et à leur prébende. Pour Boudiaf est donc une marionnette ou une caution? C'est ce qu'ils croient, oui. Mais ils vont assez vite déchanter car Mohamed Boudiaf a vraiment l'intention d'exercer cette autorité qu'on lui a offerte. Quel était exactement l'état d'esprit du président Boudiaf? Je vous propose cette analyse d'une journaliste du Figaro, Irina Dechikov. Pour Mohamed Boudiaf, les choses sont claires. Depuis que le FLN s'est approprié le pouvoir, il y a 30 ans, l'Algérie est allée de mal en pis. Année après année, les gouvernements se sont de plus en plus éloignés de la population, abandonnant les gens à leur misère et la jeunesse au mal-être. Gabegie, fraude, abus, malversation. Pour Mohamed Boudiaf, c'est bien le pouvoir qui est coupable de la terrible situation dans laquelle le vieux lutteur a retrouvé son pays. Mais, à ses yeux, l'intégrisme n'est pas une solution, car l'objectif des fanatiques, c'est d'instaurer une dictature sanglante. Mohamed Boudiaf ne se lasse pas de le dire, quel qu'en soit le prix, je rétablirai l'ordre. À mon âge, on ne nourrit plus d'ambition. Si j'ai accepté de devenir président, c'est dans un souci d'apaisement et en vue de restaurer l'État qui n'existait plus en Algérie. Boudiaf veut donc être le patron, n'est-ce pas? Mais d'abord en se montrant très ferme vis-à-vis des islamistes tout en maniant la carotte et le bâton. Lorsque le fils provoque une vague d'affrontements dans le pays, Boudiaf, alors qu'il vient tout juste de prêter serment, proclame l'état d'urgence et il dissout le fils. Mais un peu plus tard, il fait libérer des centaines de prisonniers islamistes. Ouais, parce que ça n'empêche pas la violence de continuer. C'est exact. Alors de vastes opérations de ratissage sont menées contre les clandestins du fils. Mieux, en mai, plusieurs condamnations à mort sont prononcées contre des responsables d'attaques terroristes. Mais en juin, la tension monte encore d'un cran lorsque s'annonce le procès des deux grands leaders du fils, Madani et Belhadj. Des leaders qui ont été arrêtés quand même avant l'arrivée de Boudiaf au pouvoir. Oui, c'était au temps de Chadli. Le procès doit avoir lieu à la fin juin. Mais il est reporté à la deuxième semaine de juillet. Entre-temps, le 29 juin 1992, Boudiaf est assassiné. Et tentant de voir un lien de cause à effet? Oui, très tentant, oui, car le pouvoir a encore durci sa lutte contre le fils. Les arrestations se multiplient, la Casbah est assiégée, et l'armée s'attaque aux imams qui, chaque vendredi, appellent les fidèles à contester le pouvoir par la violence. On parle alors de guerre des mosquées. Et dans le même temps, on traque les fameux Afghans. Mais les Afghans, c'est-à-dire les Algériens qui sont allés se battre en Afghanistan aux côtés des islamistes contre les soldats. Oui, c'est ça, oui. Et alors, à votre avis, le fils a-t-il une responsabilité dans la liquidation de Boudiaf? On a en tout cas fait en sorte que les islamistes du fils soient très vite montrés du doigt. Et d'abord en raison de la personnalité de l'assassin, un certain Boumar Rafi. Un homme des services de sécurité. Oui, un type qui professait ouvertement des convictions islamistes. Le crime était donc signé, apparemment. Rendez-vous avec X. Pendant les presque 6 mois de pouvoir de Mohamed Boudiaf, la violence s'est en effet déchaînée. Pas un jour sans attentat, pas un jour sans bombe, sans qu'un policier ou un militaire soit tué. L'Algérie vit une vraie guerre civile, mais cette faillite sanglante est d'abord l'expression d'une véritable catastrophe économique et sociale. En juillet 1992, Jacques Girardon écrit dans l'Express, je le cite, « La structure de l'économie algérienne est celle d'un pays socialiste. Elle en possède en tout cas toutes les tares, bureaucratie, incurie, gâchis à tous les niveaux. Un désastre que les exportations d'hydrocarbures ne suffisent plus à masquer. Parce que le prix du pétrole a baissé, parce que, notamment, la population a augmenté à un rythme fou, presque un triplement depuis l'indépendance en 1962, parce que la réforme agraire a tué l'agriculture, parce que la réforme de l'enseignement
a démoli le système éducatif, l'Algérie au chômage découvre en même temps l'ampleur de la catastrophe, la honte de l'échec et la rage de l'impuissance face aux 40 voleurs qui détiennent les fusils sans lesquels il est illusoire de compter arriver au pouvoir. Donc si je vous ai bien compris, vous ne croyez guère à la responsabilité du fils dans l'assassinat de Mohamed Boudiaf? Non, c'était presque trop gros, trop évident. Bon alors, autre piste, l'armée sans doute. Oui, l'armée, les corrompus. Mais ce sont souvent les mêmes. Alors un petit retour en arrière. Dès son arrivée au pouvoir, Boudiaf se présente comme le monsieur propre du régime. Et nous l'avons dit, il avait de bonnes raisons personnelles de le prétendre. Il engage donc tout de suite la lutte contre la corruption. Oui, d'abord parce qu'il est honnête, et ensuite parce que cette corruption représente le meilleur argument politique des islamistes. Et comment procède-t-il alors? Eh bien, il donne très vite le là en s'attaquant à un homme très puissant, le général Beloussif. Mais rappelez-moi qui est-ce? Cet ancien chef d'état-major de l'armée a été longtemps considéré comme le dauphin du président Chadli. C'est donc une personnalité importante du régime. Oui, mais Boudiaf le fait arrêter car Beloussif est soupçonné d'avoir détourné près de 40 millions de francs. De l'argent public? Exactement. Or Beloussif, lorsqu'il est interrogé, déclare qu'une partie de cet argent a servi à acheter un appartement de luxe à Paris. Un appartement destiné à la famille Chadli. C'est donc la preuve que la corruption existait jusqu'au plus haut niveau de l'État. Donc incontestablement, Boudiaf prend des risques en s'attaquant à des personnages aussi importants et aussi influents. Évidemment. Mais il n'en reste pas là. Il fait aussi arrêter un des plus grands responsables du Trabendo. Attendez, le Trabendo... C'est comme ça qu'on appelle le marché noir en Algérie. Oui. Ça vient de l'espagnol, contrabendo. Et en Algérie, c'est une sorte de sport national. Quand un émigré de retour de France, par exemple, se livre à un trafic modeste pour faire vivre sa famille, rien de bien grave. Mais quand le Trabendo est organisé par un véritable système mafieux, c'est autre chose. Boudiaf engage donc le combat contre ce qu'on peut appeler une mafia. Oui, chez ce parrain du Trabendo, un certain Bétou, on découvre un véritable trésor. Des tonnes de marchandises qui valent plusieurs centaines de millions de francs. La caverne d'Ali Baba. C'est à peu près ça, oui. Mais ce qui est important, c'est que cet individu avait déjà été arrêté à plusieurs reprises, mais qu'il avait été relaxé à chaque fois. Il bénéficiait donc de protection. Oui, de très haute protection à l'évidence. Et c'est corrompu, cette mafia, comme vous avez dit, là, elle réagit? À sa façon, oui. C'est-à-dire? En avril 92, on trouve un cadavre dans la banlieue parisienne, celui d'un employé de la banque extérieure d'Algérie. Un homme qui savait beaucoup de choses sur les malversations et les comptes bancaires de quelques dirigeants algériens. Il a été assassiné? Naturellement. Et sans doute torturé d'ailleurs. Personne ne doit s'intéresser aux comptes à l'étranger des puissants du régime. Des puissants qui se trouvent presque tous être des officiers supérieurs, comme par hasard. Mais Boudiaf et les rares hommes qui l'aident et le soutiennent vont découvrir une affaire encore plus intéressante. Et il se trouve que nous, Français, en étions parfaitement informés. Alors, de quoi s'agit-il? D'une importante transaction couverte par notre propre gouvernement. Je ne peux pas en dire plus, mais sachez quand même qu'il s'agissait d'équipements militaires et que la facture était astronomique. Or, dans ce genre d'affaires, il y a toujours des commissions qui sont versées ici ou là. Des commissions qui ne sont pas moins astronomiques. Vous pouvez peut-être me dire quand même à qui devaient être versées ces commissions? Toujours aux mêmes, aux gens au pouvoir. C'est-à-dire à des militaires très haut placés. Bien sûr. Mais l'affaire échoue juste avant l'arrivée de Boudiaf au pouvoir. Et pour quelle raison? Il y a eu dissension entre les gens qui devaient toucher, et puis ces équipements étaient vraiment très chers, peut-être pas forcément utiles. Alors, étant donné l'état des finances de l'Algérie, le marché a été annulé. Mais il est quand même resté des traces. Et quand Boudiaf est arrivé à la tête de l'État, il a découvert le poteau rose. Et par là même, une partie du système de corruption mis en place. Une question là, les services français ont-ils joué un rôle dans cette affaire? Je crois que nous n'avons pas été trop mécontents de faire savoir au nouveau pouvoir qu'il fallait nettoyer au plus vite les écuries d'Augias. Mais ce faisant, nous condamnions Boudiaf. Sciemment? Bien sûr que non. Et pourtant, vous avez bien dit au début de cet entretien que vous connaissiez bien les méthodes des Algériens. Oui, mais nous ne pouvions pas imaginer qu'ils iraient aussi vite et aussi brutalement. Parce qu'après tout, dans la jeune et mouvementée histoire de l'Algérie, c'était quand même la première fois qu'on allait s'attaquer directement à un président. Physiquement, vous voulez dire. Alors que se passe-t-il? Boudiaf a le sentiment de n'avoir découvert qu'une partie de la vérité. La partie émergée de l'iceberg, si vous voulez. Alors il veut en savoir davantage. Comment? Et il envoie une petite équipe d'officiers de la sécurité militaire, l'ASM, à Paris. Ce sont des gens en qui il a toute confiance. Leur but? Découvrir les comptes bancaires des corrompus, savoir aussi combien ils possédaient. Pour ce faire, ces officiers ont dû bénéficier d'une aide française. Oui. Et leur mission a été un succès? En partie, oui, mais n'ont pas pu l'amener jusqu'au bout. Et pour quelle raison, alors? Parce qu'à leur retour à Alger, ils ont été trucidés. Ah oui.
Purement et simplement. Et par qui? Bon, je vous ai dit que cette petite équipe était composée d'officiers de l'ASM. Des gens fidèles à Boudiaf. Oui, mais Boudiaf ne pouvait pas plus mal tomber car l'ASM était en réalité le bras armé des corrompus. L'organisme chargé lui-même des sales besognes. Rappelez-vous, l'affaire Messili. Oui, cet avocat algérien assassiné à Paris. Oui, alors la mission de l'équipe désignée par Boudiaf ne pouvait pas passer inaperçue. Et les hommes forts de l'ASM ont réagi en conséquence, en supprimant ces officiers trop curieux. À ce propos, un ancien dirigeant du FLN, devenu historien, Mohamed Harbi, déclare dans le Nouvel Observateur 1992, « Depuis l'arrivée au pouvoir de Chadli, ces services de sécurité ont envahi le terrain. Ils se sont érigés en féodalité, s'attribuant quasiment le monopole de l'initiative politique et la nomination des hauts responsables de l'État. La sécurité militaire est devenue un État dans l'État, le seul parti politique structuré, bien plus que le FLN. C'était déjà la tendance sous Boumedienne, mais Boumedienne était le patron. Il surveillait l'ASM et l'équilibrait par des contre-pouvoirs. Chadli, par son incapacité politique, a laissé le champ libre aux services de sécurité qui ont pris une autonomie très grande et ont échappé au contrôle de la hiérarchie militaire elle-même. » Et comment on a expliqué la mort de ces officiers tués par leurs collègues de la sécurité militaire? En ces temps-là, en Algérie, des militaires tombaient tous les jours, alors quelques-uns de plus. On a attribué leur mort aux terroristes islamistes et on les a enterrés en héros. Ouais. Mais lui, d'accord, mais Boudiaf, lui, devait avoir des soupçons. Enfin, mais un peu plus que des soupçons. Bien sûr, alors la suite était inévitable. Il fallait maintenant éliminer le président lui-même. Pourtant, si je me souviens bien, la thèse officielle, c'est que le président Boudiaf a été assassiné par un homme seul. Oui, je vous l'ai dit, un sous-lieutenant des services de sécurité présidentielle, Bouma Arafi. Un type qu'on a présenté hâtivement comme ayant des convictions islamistes et jouissant d'un équilibre mental. J'imagine mal un membre d'un service aussi sensible ayant été engagé avec un tel profil. Oui, vous avez tout à fait raison. Tout ça, ça sent la manipulation. Attendez, ce qu'on peut nier, c'est que c'est quand même lui qui a tué le président Boudiaf. Bien sûr, et devant des dizaines de témoins. Alors, bon, si quelqu'un se trouvait derrière lui, comment a-t-on réussi à le persuader d'aller tuer le président avec toutes les conséquences que cela comportait pour lui, à commencer par une condamnation à la peine de mort? Je peux même vous dire que Bouma Arafi ne devait pas s'en sortir vivant. Mais il y a une faille, quelque part, et l'homme qui était chargé de l'abattre après l'assassinat du président n'a pas pu le liquider. Ça lui a d'ailleurs coûté très cher. Alors vous me demandiez comment a-t-on réussi à persuader ce Bouma Arafi? Par la psychologie, monsieur Pénaud. Attendez, la psychologie... Parfaitement. Ses supérieurs avaient remarqué chez lui un comportement, comment dirais-je, un comportement un peu psychorigide. Alors on l'a intoxiqué. Il y a des traîtres dans le pays. Des gens qui veulent anéantir l'Algérie, la livrer à l'étranger, aux puissances d'argent, je ne sais quoi encore. Oui, le premier de ces traîtres, c'était Boudiaf. Vous l'avez trouvé. Boudiaf, qui voulait s'attaquer en priorité à l'armée. Et ça n'a pas été plus compliqué que ça? Non. D'accord, mais tout ça, ce sont des suppositions à la rigueur du roman. Oh que non. Alors, prouvez-le. Tout de suite. D'abord, il faut noter que les services de sécurité présidentielle, qui étaient généralement très présents, très efficaces, étaient ce jour-là, enfin le jour où Boudiaf a été assassiné, particulièrement absents et désorganisés. Ça paraît bizarre, non? Admettons, et ensuite? Bouma Arafi ne devait pas participer à la sécurité présidentielle ce jour-là. Pourquoi? Son chef direct avait des doutes sur son efficacité. Mais le supérieur de cet officier a insisté avec force pour que Bouma Arafi soit présent. Et celui-ci a pu agir tranquillement sans que personne ne s'oppose à lui. Ça n'est pas une preuve, ça? Oui, mais alors, pourquoi Bouma Arafi n'a-t-il pas dit la vérité après son arrestation? Parce qu'il avait peur. Peur d'être assassiné à son tour? Oui, mais s'il a eu la vie sauve, si la condamnation à mort qui lui a été infligée n'a toujours pas été exécutée, c'est qu'il s'est tué. Mais la menace demeure au-dessus de lui. Un livre très curieux, L'explication, écrite par un journaliste algérien exilé en France, Yasser Ben Miloud, qui signe YB, est paru en 1999 aux éditions Jean-Claude Lattès. YB reprend en partie la version de Monsieur X, mais dans son livre, intitulé Roman, son explication de l'assassinat de Mohamed Boudiaf est assortie d'étranges considérations mystiques. Le président algérien aurait été en effet la victime d'une secte musulmane, le Millénium, héritière des lointains assassins. Secte à laquelle appartiendraient quelques-uns des dirigeants algériens et le chef de la sécurité militaire. Bouma Arafi a donc été condamné à mort en 1995. Le tribunal a conclu qu'il avait agi seul au nom de sa foi islamique. Mais
Le procès a été conduit dans des conditions très bizarres. En effet, on n'a pas permis à l'accusé de choisir lui-même sa défense. Aurait-il fait des révélations s'il avait pu choisir ses avocats? Dans Libération du 5 juin 1995, José Garçon se pose la question. Le refus du tribunal d'accéder à cette demande ne permettra jamais de le savoir. L'appareil judiciaire aura clos un dossier comme il en existe des milliers. Il n'aura pas pour autant clos l'affaire Boudiaf, écrivait l'hebdomadaire La Nation dès la semaine dernière au vu des premières audiences. Samedi, Bouma Arafi a écouté le verdict sans broncher, se contentant de lever les bras au ciel pour répondre à une question des journalistes qui lui demandaient ce qu'il ressentait. Sa condamnation à mort laisse supposer que le premier meurtre d'un chef d'État au Maghreb ne sera jamais élucidé. À samedi prochain.